Kimbonguiste, bonjour et bienvenue dans votre émission À qui faire confiance, l'émission qui vous permet de connaître mieux les électeurs dont vous aurez à élire pour les élections 2023. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec M. Joseph Wissa Dia-Semois, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Funa. Il est bel et bien le numéro 828. Et sans plus tarder, nous allons très vite nous entretenir avec l'invité du jour. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, très très bien. Alors, vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Funa. Et comme on peut le lire sur votre chemise, vous êtes le numéro 828. Alors, nous allons directement procéder aux questions. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel et politique. Comme parcours professionnel et politique, moi je suis congolais de père et de mère, je suis né ici à Kinshasa. Mes parents sont originaires du Congo central, donc mon village c'est à Yanda et mes parents sont ressortissants de Yanda, de Tseka et de Kikula, et donc je suis vraiment aussi de père et de mère, et donc Kamba c'est mon fief. Et j'ai fait mes études secondaires à Kongo-Matadi, donc c'est une région pour laquelle j'ai un petit faible, donc j'aime vraiment cette zone, j'aime vraiment cette région. Et après mes études à Kongo-Matadi, je suis allé en Europe, là où j'ai fait mes études universitaires. J'ai fait droit, administration économique et sociale, j'ai fait aussi, comment dirais-je, politique sociale. Et donc, après, j'ai travaillé dans plusieurs grosses entreprises en Europe, notamment Peugeot Citroën. Donc, j'ai beaucoup évolué là-bas. Et puis, j'ai travaillé aussi pour Cdiscount. Là-bas, j'étais délégué syndical. Et en dehors de mon parcours, entre guillemets, professionnel, je suis un homme d'affaires, j'ai eu plusieurs affaires, j'ai eu les affaires ici, et puis j'ai eu une grosse boîte, une grosse entreprise à Paris qui a fermé. Et cette entreprise, c'était Portaf, la porte de l'artisanat et des affaires. Et puis en ce moment, mon entreprise en France, c'est JW Logistics. C'est quelque chose qui va vraiment évoluer, mais c'est rien par rapport à ce qu'il veut faire ici au Congo. Donc, on peut dire que vous avez un CV bien rempli. Je pense. Bon, la Bible dit qu'un autre te loue et non ta propre bouche. J'aimerais que les autres parlent de moi. C'est un peu difficile de parler de soi-même. J'ai présenté un peu le mot, c'est que je peux faire comme parcours professionnel et universitaire. Alors, on peut voir que vous avez une très longue carrière professionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à poser candidature aux élections à la députation nationale 2023? Je pense que c'est, bon, avec beaucoup de modestie, je pense que ça ne vient pas de moi-même. Je pense que c'est difficile à expliquer. Je pense que je vis en mission. Je vis en mission au Congo. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire au Congo. En toute humilité, je pense que comme le président de la République, le président Fachi a donné ce pays à Dieu, je pense que Dieu a choisi certaines personnes pour venir faire certaines choses au Congo. Je pense que j'en fais partie. Et voilà pourquoi je me fais connaître, voilà pourquoi je veux que les gens qui vont m'entendre puissent comprendre que je suis, entre guillemets, l'élu de Dieu, et qu'ils puissent poser la question à Dieu pour savoir quelle personne voter, quelle personne, je ne sais pas, à quel candidat faire confiance. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me suis présenté ici, pour que les kimbanguistes du monde entier sachent qui je suis et qu'est-ce que je peux faire pour le Congo. Alors, parlons un peu de vos projets. Vous avez un projet de construire une morgue dans les secteurs de Gomata du Congo central. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de ces projets? Voilà, ça c'est vraiment un projet parallèle, c'est pas vraiment le fond, mais une fois j'ai été acheter certaines petites forêts dans le Congo central, j'ai été à côté de Gomata. Et j'ai vu des gens amener un corps, c'est-à-dire un mort, vers Mazangungu. Ils avaient ce qu'on appelle ici le chipoy.
Et donc, ils y allaient à pied. Et donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai eu une forme de compassion. Et j'ai posé la question, m'expliquer que non, dans le secteur, depuis Kamba jusqu'à Boumadani, il n'y a pas de mort. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, tiens, quand je viendrai investir ici, il faudrait que je fasse une mort pour que les familles qui sont dans les villages, dans les secteurs, au lieu d'amener leur mort à, comment dirais-je, à Mbazamou, ce serait bien d'avoir une mort là-bas, avec l'ambulance qu'il y aura et avec toutes ces choses, comme ça pourra tant soit peu soulager beaucoup de riverains, beaucoup de villageois, et d'autant plus que j'ai accompagné aussi les Kimbalistes. Je pense qu'il y aura des aspects sociaux pour faciliter un peu la tâche aux Kimbalistes ou aux villageois, pour que ça ne coûte pas aussi cher, parce que prendre le corps, si les gens y vont à pied, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour prendre, que ce soit des corbières, que ce soit des camions, que ce soit des véhicules pour amener leur corps. Donc je pense que ça pourra faire, c'est vraiment à titre social qu'on fera. C'est pas vraiment du business, et c'est pour ça que j'ai déjà 2 groupes de chambres froides, et donc je pense que en moins de 6 mois, on pourra voir sur place, est-ce que ça sera à côté de l'hôpital, ou si on va aller sur place. J'espère que vous allez m'accompagner pour filmer, pour voir toutes ces choses, pour réaliser cette œuvre. Est-ce que vous avez eu l'idée de ces projets avant le dépôt de votre candidature ou bien après? Oui, c'est depuis longtemps. Ça remonte on peut dire, je pense à plus d'une année. D'autant plus, c'est pour ça que j'avais déjà mené les 2, comment dirais-je. En fait, c'est un projet qui n'a rien à voir avec les élections. D'accord. C'est un projet qui n'a rien à voir avec les élections. C'est quelque chose que j'ai dans le cœur. C'est comme d'autres projets que j'ai dans la région de Boumadani. Et je suis Moussimbo, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai? Mais bon, on dit que nos ancêtres étaient des éleveurs de bœufs. Donc, je pense que je vais avoir l'élevage là-bas. Je pense qu'à long terme... Justement, parlez-nous de ces projets-là, d'autres projets que vous avez hormis la construction de cette morgue. Dans la région de Boumadani. En fait, moi, j'ai fait mes études secondaires là-bas. Je suis agronome de formation, avant de faire droit, sciences po, tout ça. Je suis agronome de formation. Et donc, lorsque j'étais à Boumadani, on avait un grand élevage de bœufs, on avait une grosse porcherie, on avait une grande plantation de riz, de maïs, et toutes ces choses n'existent plus. Et moi, je pense que, pourquoi pas demain que la région de Boumadani soit, je sais pas, le plus grand producteur, c'est-à-dire que tous ces villages-là soient les plus grands producteurs de la viande bovine ici au Congo. C'est possible. Ce sont des choses que nous venons bâtir, nous allons les bâtir, et je pense qu'on va y arriver. Il y a beaucoup de projets par rapport à ça, par rapport à tout cet environnement. Nous sommes en train de discuter. Il y a des gens qui ne sont pas pour qu'on fasse ça là-bas parce que Boumadani, c'est un peu, parce qu'il y a une bifurcation, ici à 52 km de Mbazamou. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudra faire ça à côté de Mbazamou. Mais on est en train d'étudier toutes ces choses, mais là, je suis rentré définitivement au bled. Donc, je suis ici pour réaliser toutes ces choses et accomplir toutes ces choses. Il y aura un grand projet là-bas, en dehors de ce que nous allons faire sur le plan national, parce que voilà, justement. Ici, pour un projet national, j'espère qu'on aura le temps de pouvoir aborder toutes ces choses. J'ai un grand projet national qui ne vient pas de moi, je souligne, qui ne vient pas de moi. C'est le grand projet qui va ramener tout ce que vous appelez la diaspora, mais moi je les appelle les Congolais de l'étranger. Ils vont revenir ici, on va demander au président de la République de dresser les tapis rouges. Donc, je vous expliquerai comment faire, et puis moi personnellement je vais ramener toute la diaspora ici. Justement, vous avez anticipé, puisque vous êtes candidat à la députation nationale, surtout de la circonscription de Funa, est-ce que vous avez aussi de projets sur le plan national? Voilà. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une fondation, la Fondation Joseph Ouissa, pour la promotion de l'entrepreneuriat au Congo. En fait, l'entrepreneuriat au Congo, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on estime, on estime que nous sommes à 120 millions de Congolais, et qu'il y a le taux de chômage n'est même pas connu. Je n'aimerais pas avancer des chiffres aussi. Après, vous savez, nous les économistes, on conteste les chiffres, tout ça, on va me demander des sources. Donc, comme je suis scientifique, il ne faudrait pas que je donne des
de chiffres précis, mais tout le monde peut constater que le chômage vraiment bat son plein ici à Kinshasa et au Congo. Donc l'idée, c'est de faire des Congolais des entrepreneurs, dans un premier temps, de faire des Congolais des entrepreneurs. C'est-à-dire que aider un jeune qui, par exemple, ne fait rien, ce jeune, on peut lui donner un microcrédit. C'est une notion qui avait été inventée en Inde par un professeur là-bas dessous. Et donc, les microcrédits, c'est quelque chose qui a vraiment fait ses preuves partout dans le monde. Nous allons un peu généraliser ça. C'est-à-dire que nous prenons un jeune qui ne fait rien et nous lui achetons une chaise plastique, une table en plastique, nous lui donnons un petit fonds, rien du tout, hein, juste un petit fonds pour acheter des crédits, pour pouvoir vendre des mégas, des crédits et toutes ces choses. Au moins, la personne commence à se lever le matin, à se laver, à se raser, à venir bosser et la personne devient utile. La personne fait partie maintenant de la classe qui produit des richesses dans le pays. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais c'est déjà important et ça va nous amener vers d'autres choses parce que le plus grand problème que nous avons au Congo, tel que le Seigneur nous a montré, c'est un problème bancaire. Parce que les Nigérians, les Indo-Pakistanais, les Chinois, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus forts que nous, ils ne sont pas plus beaux que nous. Le seul problème que nous avons, c'est qu'ils ont des capitaux derrière eux, voilà. Ils ont des banques. Si vous vous promenez sur la place ici à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que toutes les banques appartiennent aux étrangers. Les banques appartiennent aux Nigérians, aux Sud-Africains, aux Chinois, bon, vous connaissez ces gens-là bien que moi. Voilà. Alors ces gens-là, lorsqu'ils viennent ici, ils peuvent sortir des prisons, ils peuvent sortir de n'importe où. Ils n'ont pas fait les études primaires, secondaires, tout ça. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils atterrissent dans un réseau et ils sont financés par leur banque. Et lorsque nous, Congolais, allons vers cette banque-là, demander des crédits, c'est impossible, c'est très compliqué. Et même lorsqu'on vous octroie des crédits, c'est un taux tel que vous aurez du mal à évoluer. Les taux sont trop élevés. Donc, nous avons un véritable problème bancaire. Donc, le président de la République fait beaucoup de choses dans le pays. Nous allons nous appuyer sur le projet de 145 territoires. Mais ici au pays, la chose que nous allons mettre en place rapidement ici au pays, c'est vraiment le projet bancaire. Donc, nous pensons que nous allons discuter avec les chefs de l'État. Nous pensons que nous allons les convaincre. Nous pensons que, parce que c'est la seule personne au Congo, je n'insulte pas les autres, autres candidats ou moi-même je suis dans le lot, c'est la seule personne au Congo qui a une crédibilité. Donc sa parole vaut quelque chose. Si lui, il prend des dispositifs et il demande à l'administration congolaise en général de pouvoir prendre des dispositions pour créer une banque au Congo, nous allons créer une grande banque. C'est-à-dire qu'il va demander d'ouvrir une ligne de compte à la Banque centrale. Et après avoir ouvert cette ligne de compte, vu que nous voulons aussi que l'État soit partenaire de cette banque, c'est très important pour permettre à l'IGF de pouvoir veiller et contrôler tous les mouvements bancaires de cette banque-là. Et ça va donner aussi plus de crédibilité au projet. Et à partir de là, moi, votre serviteur, je me promènerai partout en Europe, j'irai au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Belgique. Donc, je vais convaincre mes frères pour qu'ils viennent prendre, des actions dans cette banque. Nous pensons que si nous mettons une action à 1000 $, vous savez que l'économie congolaise aujourd'hui est tenue par la diaspora, les Congolais de l'étranger, comme ils les appellent, c'est tenu par la diaspora. Donc, ce sont ces Congolais de l'étranger qui vont venir massivement investir dans cette banque-là. Et là, l'État aura aussi sa part parce que nous voulons faire public-privé et ça va donner plus de garanties. Et donc, à partir de ce moment-là, vu que les Congolais sauront que nous avons demandé au chef de l'État de dresser le tapis rouge parce que les Congolais ne vont pas revenir dans ce pays comme des voleurs. Comment quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis, mais qui est un Moussingombe de souche, on va lui dire de venir investir ici comme un étranger? Non. Ça, c'est de l'humiliation. Donc, le président de la République va changer la donne. Et donc, nous allons revenir ici en tant que Congolais. Il doit prendre des dispositions et étaler vraiment ou dresser les tapis rouges. Nous allons revenir ici avec gloire. Et toute personne, tout Congolais de l'étranger
qui prendra des actions dans cette banque aura des facilités de crédit pour son achat, pour l'achat de sa maison, pour l'achat de son véhicule, pour le financement de ses affaires. Donc, nous sommes nombreux en Europe ou en Amérique, tous les corps des métiers confondus, des financiers, des banquiers, nous avons des gens qui sont menuisiers, nous avons des gens qui sont dans le bâtiment, qui sont dans la logistique, dans tous les domaines. Nous avons tous ces gens-là qui viendront investir ici. Ils vont trouver des financements parce que je pense que le plan qui sera déroulé, cette banque-là aura un capital de plus de 10 milliards de dollars en 5 ans. Ça paraît impossible, mais nous sommes venus pour faire le miracle congolais. Le miracle congolais sera plus grand que le miracle américain. Le rêve congolais sera plus grand que le rêve américain. Dans ce pays, nous sommes à la croisée des chemins. Nous allons vers une nouvelle tendance qui va amener la prospérité, la paix dans ce pays, la richesse dans ce pays. Le président avait dit qu'il va créer une place des millionnaires et je pense que le Seigneur nous a choisis pour venir l'accompagner, pour nous dire comment nous allons faire. Parce que le plus grand problème ici, c'est un problème bancaire. Mais en dehors de ça, j'ai d'autres projets, de propositions de loi que j'ai déjà écrites. Il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en place. Nous allons faire l'impôt patriotique pour financer certains secteurs, certaines choses. Bon, je dirais peut-être pas tout de suite parce que les affectations de ces impôts-là, on verra. Il y a beaucoup de choses que nous allons proposer, mais il y a aussi un autre projet qui va passer rapidement, en même temps que le projet bancaire. C'est le projet, parce que je me suis promené un peu par rapport à Kinshasa, nous avons un problème d'insalubrité. Et ce problème est dû, entre autres, aux bouteilles en plastique qui traînent un peu partout dans la rue. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à l'Assemblée nationale. Mon projet de loi, c'est de dire que nous devons donner de la valeur à cette bouteille en plastique. Et comment faire pour donner de la valeur à cette bouteille en plastique? C'est effectivement demander aux sociétés qui vendent, qui fabriquent des bouteilles en plastique, on va leur imposer, on ne va même pas leur demander, mais on va leur imposer. Donc, on va leur imposer de donner une boisson gratuite à toute personne qui va apporter 12 bouteilles en plastique vides. Les bouteilles en plastique vides seront consignées. Si vous allez dans un pays comme en Allemagne, vous allez voir que les bouteilles en plastique sont consignées. Et donc, personne ne jette sa bouteille en plastique parce que lorsque vous allez dans un magasin, on vous donne de l'argent en contrepartie d'une bouteille en plastique. Et donc, lorsque ça sera fait, aucune personne ici au Congo ne jettera sa bouteille en plastique. Parce que chaque personne saura que si je garde 12 bouteilles en plastique, ou 12 fois 12, ben j'ai un pack de jus, j'ai un pack d'eau. Personne ne pourra jeter une bouteille en plastique. Et même moi-même, votre serviteur dans la rue, même si je suis en face de chez lui, je me battrai pour récupérer la bouteille en plastique parce qu'on a donné de la valeur. Bon, lorsque j'ai discuté avec certaines personnes, ils se sont posé la question de savoir est-ce que les prix ne vont pas augmenter? Non, les prix ne vont pas augmenter parce que nous allons imposer à ces sociétés d'investir dans les broyeurs. Donc ces bouteilles en plastique seront broyées et une fois broyées, ces bouteilles seront recyclées. Et une fois recyclées, il y aura un business parallèle qui mettra à côté de ces bouteilles en plastique en fonction de la qualité. On peut en faire des objets d'art, on peut en faire des matériaux de construction, on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà un peu grosso modo des projets, mais j'ai des propositions de lois que j'ai déjà écrites. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va faire beaucoup de choses dans ce pays. Alors, messieurs Jean-Joseph plutôt. Alors, essayons un peu de revenir par rapport au projet dont vous avez parlé de l'implantation d'une banque ici en RDC. Est-ce que vous pensez que cela pourrait aider la RDC à avoir une stabilité sur les devises, puisque c'est le problème que nous avons actuellement? C'est plus qu'une stabilité. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que le président de la République a beaucoup voyagé. Il a fait l'Europe, l'Amérique, etc., etc. Et en plus, il avait même signé un accord avec les Américains, un accord pour la paix et la prospérité. Un accord de partenariat pour la paix et la prospérité. Et lorsqu'il a signé cet accord, nous étions très très contents parce qu'aux États-Unis, on a tiré 27 coups de canon. C'est très symbolique pour les Américains. Nous pensions que nous étions relevés au niveau de la Corée, de beaucoup de pays qui collaborent avec les Américains, parce que beaucoup de pays ont des accords stratégiques avec les Américains. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons que
les Américains n'ont pas investi ici. Jusqu'aujourd'hui, on a vu que les Américains ne nous ont pas doté d'avions, de chasse, de bombardiers, etc., etc. Et nous avons compris que c'est nous-mêmes, Congolais, qui devons régler le problème de la guerre ici au Congo. Le problème la paix au Congo, en fait, c'est une affaire des Congolais. Bon, les gens vont dire que nous sommes faibles, etc., etc., mais on s'en fout. Mais qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a pris des dispositions et nous avons aujourd'hui une loi de programmation militaire. Avec cette loi de programmation militaire, aujourd'hui, le président de la République a acheté des avions de chasse. Nous avons des Sukhoi qui font rage là-bas à l'Est. Nous avons des drones qui font trembler les Rwandais. Nos militaires aujourd'hui sont mieux équipés, mieux habillés, etc., etc. Les militaires aujourd'hui savent tout ce que le président a fait, vous voyez. Et aujourd'hui, nous avons aussi une loi dans ce pays qui nous dote un peu de réservistes. Voilà. Et donc, c'est à ce titre que les Ouazalais ne peuvent être organisés et appuyés par les FARDC pour pouvoir terminer cette histoire de l'Est. Donc, nous ne pouvons plus compter sur les Occidentaux pour résoudre nos problèmes. Il y a d'autres vérités qu'on ne peut pas dire publiquement ici, mais en tout cas, nous savons que notre pays est sous complot de la communauté internationale. Voilà pourquoi c'est nous-mêmes, Congolais, qui allons régler cette affaire de l'Est. C'est pour ça que la MONUSCO s'en va, l'EAC s'en va, c'est nous-mêmes qui allons régler ça. Du point de vue économique, pareil. Nous n'avons pu compter sur les Occidentaux pour venir avec un plan Marshall, financer l'économie. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons faire ce travail. Et à partir de ce moment-là, vous savez, je vais commencer à vous expliquer une chose, mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Quelque chose peut-être que vous n'avez pas bien perçu. Un commerçant congolais peut avoir, comment dirais-je, un grand projet, un bon projet. Je suis jeune, j'ai 56 ans. Je n'ai pas vraiment connu la réalité, la vieille réalité. Mais je pense que si nous avions des hommes d'affaires qui faisaient des affaires au niveau international, sur le plan international, je pense que c'est parce que nous avions un des nôtres, un fils du Congo central qui avait une banque, Papa Gougo. C'est par la banque de Papa Gougo que nos parents ont eu des financements qui leur ont permis de faire des affaires. Sans cette banque-là, les non-puissants chez les Bakongo que nous connaissions à l'époque, ils n'allaient pas exister. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons des personnes très très intelligentes. Le Congolais est doué, le Congolais est intelligent. Le Nigérien ne vaut pas plus qu'un Congolais. Allez en Europe, allez vérifier. Sauf qu'ils sont organisés et ils ont ils ont des banques derrière. Donc aujourd'hui, moi, si je veux importer des grandes quantités de riz, de ciment, de ceci, cela, les banques ou les sociétés, les grandes sociétés, vont me demander, entre guillemets, ce qu'on appelle les documents bancaires. Il faut des garanties bancaires. Si vous ne les avez pas, mais qui va vous donner des denrées alimentaires pour que ça vienne au Congo, pour que ça vienne faire, pour venir être commercialisé ici. Donc ça dépend des garanties bancaires. Mais aucun Congolais aujourd'hui peut aller dans les banques des Indiens, des Chinois, tout ça, pour avoir cette garantie bancaire. Nous n'avons pas les banques des Congolais. Tous les commerçants qui sont ici, lorsqu'ils auront des crédits à taux faible, ils pourront maintenant faire le travail. Nous allons nous réapproprier notre économie. Le président de la République a parlé de la revanche de la terre, c'est-à-dire du sol contre le sous-sol. Parce que notre économie était orientée essentiellement sur notre sous-sol, sur les matières premières. Bon, nous avons beaucoup de matières premières, quoique aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de vendre notre coltan, entre guillemets, parce que ça se vend au Rwanda. Nous n'avons pas le droit de vendre notre pétrole parce que la communauté internationale ne veut pas. Ils ont peur que le président congolais vende toutes les matières premières du Congo face à l'agriculture, parce que sachez que nous, le Congo, ici, nous avons le potentiel de nourrir 2 milliards de personnes. Nous avons les terres les plus fertiles du monde. La terre de Kivu, là-bas, c'est la terre la plus fertile du monde. Donc, si nous faisons l'agriculture ici, nous allons nourrir toute l'Afrique et l'Europe. On nous a interdit de faire l'agriculture. Et je raconte ça aux gens, mais les gens ne comprennent pas. On nous a pas interdit comme ça, mais on nous a mis, il y a eu des pièges, des blocages pour que nous ne puissions pas développer notre agriculture. Les gens oublient que nous étions premiers producteurs d'huile de palme dans ce pays. Premier producteur mondial d'huile de palme. Nous étions grands producteurs de café, grands producteurs de cacao, grands producteurs de bière. Mais comme
le monde de l'agriculture est aussi organisé. On nous a fermé toutes ces portes-là. Nous sommes revenus pour réouvrir ces portes. Avec le projet des 145 territoires, nous allons demander au président de la République que la banque qui sera installée ici, qui aura plus de 10 milliards de capital, cette banque-là soit implantée dans les 145 territoires. Dans cette banque-là, nous allons avoir aussi des assurances. Et à côté de cette banque-là, nous aurons des coopératives. Des coopératives qui permettront de relancer l'agriculture ici au Congo. Parce que n'oubliez pas, nous n'allons pas réinventer la roue. Lorsqu'on parle de la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre, la révolution industrielle a commencé avec la révolution agricole. Sans la révolution agricole, vous n'aurez pas de révolution industrielle. Nous allons commencer au commencement. Nous n'allons pas commencer par fabriquer le fusée. Nous y arriverons plus tard. Mais nous allons commencer par nous organiser ici au Congo. Nous voulons que telle zone soit le plus grand producteur de maïs au monde. Nous voulons que telle zone soit le plus grand producteur d'oranges au monde, pardon. Lorsque nous aurons beaucoup de fruits d'orange et que le Congo ne pourra pas tout consommer, on ne va pas les jeter. Nous serons obligés d'investir dans une usine pour fabriquer du jus bio. Un jus de grande qualité que nous allons vendre au monde entier. Vous comprenez? Oui. Et ça demande un circuit bancaire pour financer. Je vais vous donner un secret. Tout le monde parle de l'Europe, tout ça, comment c'est beau, comment c'est construit. Mais nous connaissons, nous qui avons investi là-bas, nous savons comment les choses se passent. Aucun homme d'affaires, même le milliardaire, le plus grand milliardaire du monde, lorsqu'il construit une société, lorsqu'il met en place un site, il ne donne qu'un centime. Il fait ce qu'on appelle un business plan, un bilan prévisionnel. Dans ce bilan, il explique les secteurs dans lesquels il veut évoluer, le business international, local, tout ça, et il montre les pistes qui montrent que le projet est crédible. Alors, lorsqu'il explique toutes ces choses, et il détaille tous les chiffres, et il demande à la banque de financer. Et la banque, lorsque la banque finance, les gens pensent que la banque utilise les fonds propres. Non, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. La banque n'utilise pas son argent. Il y a des mécanismes de création monétaire. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'existe pas. Par exemple, lorsque j'ai acheté ma maison en France, ce n'est pas de l'argent qui existait. Mais à partir du moment que la banque a compris que je travaillais, que ma femme aussi travaillait, et que nous étions crédibles pour acheter, ils ont créé la monnaie pour nous. Voilà pourquoi toutes les maisons en Europe sont belles, tout ça. Et on n'avait payé aucun centime pour avoir cette maison. Vous comprenez? Et c'est ce qui va se passer ici. Donc, avec la grande banque que nous allons avoir un grand levier de création monétaire. Avec ce grand levier de création monétaire, lorsque vous avez un grand projet dans une région comme Bouménata, ou à l'Est et tout ça, vous voulez avoir une grande société qui fait, comment dirais-je, de l'agriculture, ou de l'industrie, ou l'artisanat, et le projet est crédible, la banque finance. Et la banque travaille avec les commerçants congolais. La banque travaille avec les hommes d'affaires congolais. C'est à ce titre que le président de la République, Fachi Béton, créera la classe des millionnaires congolais. Et c'est ce jour-là que le monde comprendra qu'ils ont voulu casser le Congo. Parce que leur peur, leur crainte, c'est d'avoir un président fort au Congo. Parce que le Congo, déjà à l'époque, on disait que si nous exploitons tout, nous travaillons très bien, nous avons un potentiel de 24 000 milliards de dollars. Ça veut dire que le président congolais sera l'homme le plus puissant du monde, sera très très fort, et ils ont peur que le Congo écrase le monde. Voilà pourquoi ils veulent couper notre pays en plusieurs parties, en plusieurs petits morceaux, 26 petits pays, avec 26 petits présidents de la République. Comme ça, ils pourront les contrôler, ils ne seront pas très très forts. Mais ils ont échoué dans leur projet de balkanisation. Le Congo restera uni jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et donc, nous allons, avec toutes ces choses, nous allons développer le Congo. Je pense que je ne suis pas le seul, je ne connais pas encore les autres, mais le Seigneur a rempli d'intelligence beaucoup de Congolais, qu'ils soient du Congo central, qu'ils soient je ne sais d'où, mais en tout cas, on finira par se reconnaître. On va travailler à l'Assemblée nationale, on va travailler au Congo pour rendre le Congo prospère. C'est ça vraiment mon projet, c'est ce qui m'a amené ici au Congo, et j'espère que Dieu permettra aux Congolais de me découvrir, de savoir ce que je suis venu faire et de prêter main forte au travers de ces élections pour que je commence à faire mon travail ici. Vraiment, Monsieur Joseph, oui, ça,
Dia, c'est moi. Je rappelle que vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Funa, le numéro 828. Alors, vous avez de grands projets. Nous avons compris que nous avons fait affaire à un spécialiste en économie. Et donc, malgré tous ces projets, vous êtes en compétition avec les autres. Alors, on voudrait savoir où en êtes-vous avec la campagne. Voilà, la campagne, c'est très compliqué parce que c'est vrai que nous sommes en compétition avec beaucoup de personnes qui ont déjà servi dans ce pays. Voilà. Et je ne pourrais pas dire qu'ils ont tous plongé la main dans la mangeoire pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui m'a amené aussi ici un peu au niveau de l'église Kimbanguise, parce que ce sont mes sources. Je sais pertinemment que le pouvoir est ici. Le pouvoir est ici. Bon, je ne peux pas tout expliquer, mais je sais que c'est ici qu'on vient chercher le pouvoir. Okay. Et je suis venu chercher le pouvoir parce que de moi-même, ça va être très compliqué. Donc, je connais mes amis des Gomimatadi, je connais toutes les familles qui sont dans les 18 villages, qui sont autour des Kamba. Ma famille est très bien connue, très bien introduite ici à l'église Kimbanguise. On a baigné dans le Kimbanguisme depuis enfant. Ma mère, et c'est elle qui a créé toutes ces broderies que les mamans, comment dirais-je, Kimbanguise portent jusqu'à aujourd'hui. C'est Maman Paulina à Kassarou, en face de l'église protection de l'Issala. Toutes les mamans venaient à la maison pour fabriquer toutes ces choses. Donc ma famille est très très bien connue ici. Même mon père, c'est la personne qui a, lorsque papa Simon Kimbangu est décédé, mon père travaillait au niveau de la télécommunication à l'époque. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone ou les émissions utilisées comme ça pour donner l'information. Donc le télégramme avait été donné à mon père. C'est mon père qui a fait le télégramme, qui a dit que papa Simon Kimbangu est décédé. Et ce télégramme, il disait aussi qu'il avait un œil fermé, l'autre qui regardait encore. Donc le télégramme là avait été fait par mon père. Donc c'est quelque chose de symbolique. Même mon père, parce que le ministère de papa Simon Kimbangu a commencé en 2021. Et 1921. Moi, je suis Moussiane, je suis né mon père est né à Ayana. Ma grand-mère, qui fut aussi une grande dame dans le Kimbanguisme, qui est moi la Polé, moi je suis moi la Polé, en tant que son descendant, et elle faisait des fausses couches, et ou lorsque l'enfant naissait, l'enfant mourait. Et en 1921, elle était dans le mouvement de papa Simon Kimbangu, qui a prié pour elle. Et après ces événements, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a eu la grande sœur de mon papa, ma tante. Et on n'a pas voulu lui donner le nom. On lui a donné le nom Moana, parce qu'on savait qu'elle va mourir. Okay. Mais après le ministère de Simon Kimbangu à 21, l'enfant qui est né après, l'enfant a survécu et elle est décédée à plus de 90 ans. Et après elle, c'est mon père qui fut né, et mon père aussi a survécu jusqu'à un âge très avancé. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de têtes, je ne pouvais pas dire que ça concerne un peu vraiment la famille, tout ça, mais en tout cas, l'histoire de ma famille et l'histoire de Kimbanguise est étroitement liée, d'autant plus que ceux qui connaissent Yann, ils savent que Yann, c'est un camp, donc c'est tout en bas, donc on est vraiment là, et je pense que c'est comme un enfant qui revient à la maison. Alors, cette communauté kimbanguiste, en particulier la population congolaise, veut vous faire confiance. Alors, si vous pouvez regarder la caméra et vous adresser à eux, qu'est-ce que vous leur dites, et de préférence que ce soit en lingala? À la population kimbanguiste. Voilà. À la population kimbanguiste, je fais face à la caméra, donc je suis votre frère. Et donc, je voudrais que, bon, peut-être beaucoup parmi vous ne me connaissez pas encore, je voudrais que ceux qui connaissent ma fondation, que vous veniez, vous baigniez, comment dirais-je, vous inscrire gratuitement à la fondation et que vous puissiez à terme bénéficier des microcrédits. C'est peu, mais c'est très important parce qu'il y a un accompagnement derrière qui va faire que vous puissiez vous enrichir à long terme. Et je suis en train
J'ai été à Séléba aujourd'hui avec beaucoup de personnes. Je suis en train de visiter certaines paroisses qui m'animent et je prends des engagements là-bas. Il y a des écoles que nous allons construire à Séléba, où il y a des dispensaires que nous allons faire. Il y a beaucoup de projets. Hormis le projet de la morgue à Guimatadi, il y a beaucoup de projets dans nos communautés ici. Et puis, aujourd'hui, j'ai discuté avec Banapoli qui m'intègre maintenant aux réunions, aux cotisations, à toutes ces choses. Donc, je suis l'un des vôtres. Et donc, nous sommes ensemble et nous allons vaincre ensemble. Faites-moi confiance, votez pour moi et vous ne serez pas déçus. À qui faire confiance, le numéro d'aujourd'hui est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis et merci de votre réelle attention. Nous avons reçu les candidats à la députation nationale, M. Joseph Wissa Diasemois, le numéro 828. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et là, vous savez à qui faire confiance. Surtout, n'oubliez pas de voter utile. Nous allons vous retrouver prochainement avec Papa Elielson Makwiza ou Dani Kiala ou Gianni Sesanga qui seront à la présentation. Au revoir.